À tous, bienvenue. On a eu quelques petits bonjours déjà sans le dans le chat que vous avez déjà découvert. Vous êtes peut-être déjà familier des, différents outils de partage, vidéo par, à distance, hein, FAOD, comme on dit. Donc, pour ceux qui, ne l'ont pas encore, vu et puis ceux qui arrivent, là, petit à petit, donc nous avons à droite de votre écran, un petit, chat que vous pouvez, utiliser. Je le répéterai vite fait tout à l'heure, s'il y a encore des gens qui arrivent, pour, pouvoir poser des questions qui vous viendraient, durant la cette petite présentation de 45 minutes, donc c'est assez court, mais en même temps, il y a, pas encore d'actualité trop, complexe à développer, hein, et puis je vais pas revenir sur, l'essentiel sur les modalités de calcul et d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi. Donc vous avez ce chat pour poser vos questions. J'essaierai de répondre au fur et à mesure aux questions que vous posez pendant cette petite présentation. Et en tout état de cause, nous avons quelqu'un que vous ne voyez pas, mais qui est là, une espèce de fantôme compétent qui s'appelle Kelly, que vous pouvez solliciter si vous avez des problèmes techniques, toujours en utilisant le chat, mais aussi qui sera attentive à vérifier que les questions ont été répondues. Les questions, j'ai répondu aux différentes questions et me rappeler, le cas échéant, que certaines questions sont restées en suspens. Alors, vous voyez, ce problème technique de son, en effet, non, c'est pas normal, mais ça doit venir de votre côté, hein, puisque les autres participants, pour, Odile R, les autres participants ont du son apparemment. Et puis on a fait le test avant. Par ailleurs, au-delà de ce petit, chat, nous allons, faire un petit, sondage, histoire, le cas échéant, d'orienter un petit peu mon propos, si, d'aventure cela est nécessaire, pour savoir, si, oui ou non, eh bien, vous êtes, un employeur public ou non, hein. Dans quel secteur travaillez-vous? Vous avez le choix entre public et privé. Privé, c'est, entreprise, association, mais aussi, tout ce qui relève du droit privé, et public, eh bien, c'est tout ce qui est administration publique, départements ministériels, collectivités territoriales, établissements publics sociaux, médico-sociaux et de santé, bref, les établissements des 3 versants de la fonction, publique. Donc si vous voulez bien, commencer à répondre à ce sondage, comme ça permettra le cas échéant d'orienter, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on a, une réglementation, chômage, certes, mais cette, réglementation chômage, et je parle de réglementation et vous allez voir que le verbe que j'utilise, enfin le mot pardon que j'utilise, de réglementation, est pas anodin. Pour l'instant, on a une réglementation, chômage, on a une législation chômage, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a une réglementation, chômage. Demain, peut-être reviendrons-nous, à, du paritarisme, mais je vais vous expliquer tout ça puisque, dans cette petite présentation des dernières actualités, eh bien, on va revenir un petit peu sur les derniers événements, parce que je pense que vous l'avez remarqué, la dernière réglementation sur le chômage, est entrée en vigueur dans la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire, avec, des suspensions du Conseil d'État, considérant qu'il y avait une égalité non justifié par un critère objectif, et qui a abouti à une modification par un décret de 2021 du décret 2019, une épidémie de SRAS-CoV-2, hein, de Covid-19, qui a eu comme des petits effets, hein, sur l'emploi, qui a peut-être pas permis à tout le monde d'employer comme il souhaitait ou de faire des contrats suffisamment longs, ce qui a aussi entraîné des modifications sur les dates d'entrée en vigueur. Sur le calcul des droits, bah, avant la réforme, mais j'y reviendrai vite fait, on était à 6 mois, puis on est passé à 4, on est repassé à 6, on est repassé à 4. Enfin bref, on a fait un pas de danse, hein, donc c'est un peu flou tout ça. Je vais essayer de revenir, un petit peu, de remettre les choses au point et puis d'expliquer qu'est-ce que c'est que la loi dont on entend parler dans les journaux, parce que très franchement, d'un point de vue technique, je trouve qu'on oublie de remettre les choses dans le contexte, et notamment, ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler qui est à l'origine de la proposition, qui est celle principale retenue par, les, journaux, qui est de faire à l'abandon de poste une, perte, volontaire d'emploi.
loi. Donc, c'est ce qu'on va voir pendant ces 40 minutes, restantes avec, un petit, document que je vais vous, proposer, de développer. Donc je m'appelle, Florent, je fais du droit, public et privé. Je suis plutôt un publiciste, hein, je dois l'avouer, et j'accompagne les employeurs publics, je fais de la formation, du conseil, mais je fais aussi du chômage, et du coup du chômage privé et public parce qu'on a des règles communes, même s'il y a des petites différences. Ce qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai posé la question, à travers ce sondage. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, contrairement à une idée qui, est, répandue, et ben là, on a plutôt un mouvement, en tout cas en ce qui concerne la notion de perte involontaire d'emploi, on a un petit mouvement qui va du privé vers le public et non du public vers le privé, sachant que la nature de l'employeur détermine le juge compétent, hein, pour, les employeurs privés en termes de chômage, le juge compétent, c'est les prud'hommes et la Cour de cassation. Pour l'employeur public, ce sont les tribunaux administratifs et le Conseil d'État en juge de cassation avec des interprétations juridiques, vous allez voir, très différentes, même si on est dans un contexte juridique qui, à la base, est à peu près similaire. Donc, je travaille pour la société, Géréseau, hein, qui, est, une société qui, fait, de la formation, du conseil et de l'édition en RH avec un petit peu de comptabilité aussi, mais donc, en RH, retraite, protection sociale, chômage, droit du travail, paye et en public, ben, tout ce qui est accompagnement des employeurs, publics, du recrutement à la, retraite. Ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, quand on travaille pour le public, et qu'on fait du droit de la fonction publique, c'est qu'on est amené à calculer du chômage. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on fait des formations et qu'on accompagne des employeurs privés, dans la mesure où la plupart des employeurs privés, à moins qu'ils soient en auto-assurance, mais la plupart des employeurs privés, ils sont affiliés à Pôle emploi et c'est Pôle emploi qui s'occupe de calculer le chômage. Les employeurs publics, s'ils ne sont pas affiliés ou adhérents, eh ben, c'est eux qui doivent, hein, décider de l'ouverture de droits et de calculer le chômage. Donc, de temps en temps, le matin au petit-déj pour le plaisir, je me fais entre 2 calculs de retraite, un petit calcul, chômage. C'est toujours assez intéressant et ça permet de mieux comprendre ce dont on parle. Alors, justement, ça ne vous a pas échappé, hein, dans les journaux, on a, une modification du régime d'assurance chômage, qui est prévue. Alors, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est pas quelque chose qui est non plus, surprenant, c'est pas quelque chose qui ne revient pas cycliquement. Puisque, on va le revoir, mais, le régime d'assurance chômage, s'il est prévu par la loi, puisque c'est le code du travail, hein, les articles 54, 21 et suivants, qui nous déterminent les, conditions, d'ouverture de droit, mais on y reviendra vite fait. Il n'en reste pas moins que les modalités de mise en œuvre, du chômage étaient, jusqu'à la convention de 2017, définies par les partenaires sociaux qui s'entendaient pour déterminer à travers une convention qui était la convention du, chômage, pour déterminer les modalités, d'ouverture de droit et de calcul des allocations de retour à l'emploi. Sauf que, on va y revenir vite fait, eh bien, en, 2018, quand il y a eu le lancement, du process de négociation. Les négociations ont été un échec et du coup, le, gouvernement a repris la main d'un point de vue, réglementaire en déterminant les modalités d'ouverture et de calcul des droits à travers le décret de 2019. Je reviendrai, rapidement, sauf que, ce décret, il prévoit le chômage que, jusqu'au, 1er novembre 2021, ce qui est quand même un petit peu, problématique, hein. Donc c'est un décret qu'on appelle de carence, puisque c'est un décret qui est le résultat, le constat de la carence des organisations syndicales, employeurs et salariés à s'entendre sur la convention chômage. Donc on a ce décret de carence, mais qui est fixé jusqu'au 1er novembre 2022 pardon, c'est-à-dire il y a 3 jours et depuis cette date, et ben, on est hors droit. Depuis cette date, on est en droit, on n'a plus les, dispositions réglementaires qui permettent, théoriquement de calculer le chômage. Alors rassurez-vous, ça va continuer à être mis en œuvre. C'est aussi pour ça, hein, que le ministre du Travail, Olivier Dussopt et je le dis maintenant, je le répéterai tout à l'heure, qui entre parenthèses a été ministre de la fonction publique et peut-être que ça l'a d'ailleurs inspiré puisque, dans la fonction publique, on a un décret spécifique, hein, sur le chômage, et avec des modalités d'appréciation de la perte involontaire d'emploi, fruit
de la jurisprudence du Conseil d'État qui sont, un petit peu différentes du privé. C'est pour ça qu'on parle de texte avant la fin de l'année. C'est-à-dire on est dans l'urgence, hein, on est dans l'urgence, et qui dit urgence dit utilisation de la procédure d'urgence en matière de processus, dans la mesure, où, eh bien, on va utiliser la technique de la commission mixte paritaire. Donc, le projet de loi a été déposé le 7 septembre. Première lecture à l'Assemblée nationale le 11 octobre. Très rapidement, le Sénat s'est prononcé le 25 octobre. Et donc, on a une commission mixte paritaire qui est prévue le 17 novembre. Pour rappel, hein, commission mixte paritaire, c'est qu'on a une partie des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat qui va se prononcer. Donc, on ne fait pas la navette à fond, justement quand il y a l'urgence qui est déclarée par le gouvernement. Et cette urgence, elle est justifiée par le terme qui est le terme du décret de carence qui est le 1er novembre 2022. Donc, on aura un texte rapidement. C'est nécessaire. Alors, que prévoyait le projet de loi? Ce projet de loi portant mesures d'urgence, hein, puisque comme il y a urgence, bon, on le met carrément dans le titre, hein, relative au fonctionnement du marché de l'emploi en vue du plein emploi. On a 2 éléments, hein, dans ce projet de loi. Le premier élément, il concerne donc les mesures sur le chômage et le principal élément sur le chômage, on va y revenir, c'est justement le fait de prolonger, ce décret de carence. Le deuxième élément, c'est la création d'un service public, de, la validation des acquis de l'expérience. Donc un nouvelle entité qui va s'occuper de piloter et d'accompagner, les personnes qui font des validations des acquis de l'expérience dont on ne parlera pas, bien entendu, aujourd'hui. On va se concentrer sur les allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire le chômage. Donc, dans ce cadre-là, le projet de loi, il suspendait temporairement le cadre, de la gouvernance actuelle du chômage, il prévoit, jusqu'au 31 décembre 2023. Je vais revenir à ce cadre parce que c'est quand même important de comprendre un petit peu le contexte et le pourquoi du comment, avec une spécificité, maintenir ce cadre particulièrement dans le cadre du dispositif de bonus-malus qui lui restera en vigueur jusqu'au 31 août 2024. C'est-à-dire qu'il ne fera pas l'objet de négociations comme cela aurait pu être le cas si on n'avait pas cette petite disposition. Tout simplement parce que ce dispositif-là, je vous ai dit, le décret du 19 décembre, d'octobre, d'août 2019 est rentré en vigueur dans la douleur et que le dernier élément qui est rentré en vigueur, c'est justement le dispositif de bonus-malus depuis seulement 2 mois, c'est septembre-octobre, sur une période de référence qui s'est arrêtée en juin, que même pas un an. Donc on a du mal à savoir quel est l'impact et s'il y a un certain intérêt. Je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que le bonus-malus, le cas échéant. Donc, pas de changement sur les règles principales du chômage, c'est normal. Ce n'est pas la loi qui est censée déterminer les règles d'indemnisation, enfin les règles du revenu de remplacement du chômage. Ce n'est pas la loi, c'est les organisations paritaires, c'est l'accord qui est signé et qui est piloté ensuite par l'UNEDIC. Ce n'est pas la réglementation. La réglementation, elle n'intervient qu'en cas de carence. Donc là, il ne s'agit pas de terminer les règles du chômage. Il y a quand même quelques éléments qu'on retrouve, hein, notamment sur les principes généraux pour avoir le droit au chômage. L'Assemblée nationale, c'est elle qui a introduit par amendement l'assimilation de l'abandon de poste à une démission. Je vais y revenir, hein, un peu plus en détail, mais ce n'est pas dans le projet du gouvernement. Et le Sénat, lui, donc, il a introduit 3 nouveaux éléments. Pardon. Le premier élément, c'est un autre cas, de non-versement des ARE, c'est lorsqu'il y a 3 propositions de CDI à la suite d'un CDD avec une rémunération équivalente, sur un emploi de catégorie, similaire, sur les 12 derniers mois, heu, il n'y aura pas de droit aux ARE, sauf si la personne a eu un CDI pendant la période. Alors très franchement, cette idée-là, bon, sans revenir sur le fond, mais sur sa mise en œuvre, ça me paraît un petit peu compliqué quand même, parce que ça nécessite aussi que,
eh bien, les employeurs communiquent à Pôle emploi au fur et à mesure, des attestations de propositions de CDI à la fin de CDD. Fou, c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, donc j'y crois pas tellement à cette proposition. Je pense qu'elle ne sera pas reprise par la commission mixte paritaire. Autre élément qui est intéressant, après je sais pas si ça sera repris par la commission mixte paritaire et par la loi, j'en doute un peu. C'est le fait de se dire: «Bon, au lieu de faire, une réunion, tous les 3 ans, et de faire une période dans lequel on va faire un accord, sur le chômage, et sur les règles d'indemnisation du chômage», on va peut-être essayer d'introduire le fait que, bon, on pourra adapter les règles du chômage en fonction de la conjoncture, pardon. Bon, c'est pertinent. Maintenant, est-ce que ça sera repris par, la commission mixte? Et enfin, eh bien, limitation, hein, du bonus-malus à une augmentation de 0,5 points, sachant qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu plus que 0,5 points puisque ça peut aller, jusqu'à un peu plus d'un point, supplémentaire en fonction du nombre de ruptures hors, démission. Donc voilà, grosso modo, le schéma de là où on en est. On va y aller un petit peu plus en détail. Simplement, je voudrais revenir au principe de l'allocation de retour à l'emploi. Parce que je me rends compte que autour de moi, des amis, ou au niveau professionnel, des agents ou même des employeurs, hein, ont un petit peu oublié que, l'allocation de retour à l'emploi, c'est un revenu de remplacement, mais qui est versé en complément des mesures tendant à faciliter le reclassement et la reconversion, des salariés involontairement privés d'emploi. L'inscription à Pôle emploi, en théorie, la fin en soi de cette inscription n'est pas la perception des ARE, c'est une conséquence. L'inscription à Pôle emploi, c'est d'être accompagné dans son reclassement et dans sa reconversion, professionnelle, et l'ARE ne vient qu'en complément, de cet accompagnement. Alors, législativement, on a, hein, les, conditions pour avoir le droit aux allocations de retour à l'emploi, qui sont les suivantes, hein. C'est être en chômage involontaire, avoir une durée d'activité minimale, être inscrit comme demandeur d'emploi, être à la recherche d'un emploi. On a des conditions d'âge, hein. Il ne faut pas avoir atteint l'âge d'ouverture de droit à pension de retraite avec le taux plein, en durée d'assurance. On a une condition d'aptitude physique qui n'est pas vraiment appréciée puisqu'on est en théorie, on devrait avoir un médecin ouvrier, mais qui n'existe plus. Déjà, on a une pénurie de médecins du travail. Alors, les médecins ouvriers qui s'occuperaient de Pôle emploi, ça, c'est une denrée qui a complètement disparu. Et enfin, il faut être sur le territoire du régime d'assurance chômage, c'est-à-dire, tous les départements, plus, les, collectivités, d'outre-mer et Wallis et Futuna. Par Pardon. Donc, ces conditions législatives ne sont pas, modifiées, sauf donc l'amendement de l'Assemblée nationale qui introduit, un, nouveau cas de perte volontaire d'emploi. Je dis, c'est l'abandon de poste, j'y reviendrai. Et puis, l'amendement, du Sénat concernant, l'adaptation à la conjoncture. Et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a eue avec le covid, c'est pas non pertinent parce que, on avait par exemple, hein, une durée d'activité minimale, qui était avec la convention de 2017, depuis, hein, plusieurs conventions déjà, une durée d'activité minimale de 4 mois pour avoir le droit aux ARE. On est passé à une durée minimale de 6 mois pour avoir le droit aux ARE, heu, au moment où on avait, l'épidémie de Covid. Et c'est pour ça qu'à l'été, 2020, le, 1er ministre a modifié le décret de 2019 pour revenir temporairement, aux dispositions antérieures avant de revenir, aux 6 mois. Donc, le fait d'introduire, des notions, qui sont, des notions, liées, à l'adaptation à la conjecture, eh bien, c'est quelque chose qui peut paraître, pertinent. En tout état de cause, c'est pas l'objet du projet de loi, puisque l'objet du projet de loi, c'était, eh bien, le fait de manière urgente de maintenir la dispo et surtout de maintenir au-delà des négociations qui auraient pu, qui pourraient y avoir lieu et qui pourraient éventuellement donner lieu à un accord, eh bien, maintenir les dispositions du
bonus, malus en termes de cotisation, pour, les employeurs qui seraient, entre guillemets «mauvais employeurs», c'est-à-dire qui auraient des contrats très courts, et beaucoup de ruptures d'emploi, enfin du moins supérieures à la moyenne qu'on peut, retrouver dans la branche concernée. On va voir un petit peu ces choses, en détail, on va avoir cette, 1 partie qui est sur la suspension temporaire du cadre de gouvernance actuel du chômage. Je vais vous rappeler ce cadre-là parce que, on l'oublie, hein. On a la définition, législative des conditions d'ouverture de droit au chômage, qui sont à l'article R 5421-1 qu'on a vu dans la diapo, juste avant, il y a quelques diapos. Et ces mesures d'application, elles font donc, je vous l'ai dit, l'objet d'accords conclus entre les OS représentatifs des employeurs des salariés. Donc c'est un accord collectif qui sont ensuite agréés, hein, par le, gouvernement et qui, ensuite, derrière vont rentrer en vigueur et quand il n'y a pas d'accord, eh bien les mesures sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce sont des dispositions qui sont, en vigueur, depuis déjà de nombreuses années et bien avant le décret de 2019, donc il n'y a pas quelque chose de surprenant, c'est dans ces conditions-là qu'on a eu l'accord national interprofessionnel de 2018, de 2011, de 2014 et le dernier en date qui est celui de 2017. Donc ce sont ces règles-là. Donc on avait la convention, on avait le règlement général annexé et ensuite, les, accords spécifiques, notamment sur la notion de perte involontaire et autres, qui, étaient, déterminés, en application de cette convention. Heu, le retour à ce paritarisme, a été un petit peu, différé, parce que, on est dans un contexte d'urgence que j'ai évoqué. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Donc, la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a modifié plusieurs choses, hein, et qui a notamment introduit un cas de démission permettant d'avoir, droit au chômage, lorsque j'ai un projet de reconversion professionnelle. Mais il a surtout renforcé le rôle de l'État dans la gouvernance de l'assurance chômage, tout en gardant la notion de paritarisme. Il l'a renforcé en, introduisant le fait qu'on ne va pas négocier dans le vide, on va cadrer les accords avec un document de cadrage qui est remis par le gouvernement aux organisations syndicales qui sont chargées de négocier les conditions de calcul, d'ouverture de droit et de versement et de suivi, des allocations de retour à l'emploi, en précisant la trajectoire financière, le délai pour mener à bien ces négociations, les objectifs aussi d'évolution des régimes. Et c'est cet accord cadre qui n'a pas vraiment, entre guillemets, satisfait les organisations syndicales, étant donné que l'accord cadre en 2019 avait un changement de paradigme sur lequel je ne reviendrai pas parce que j'en ai pas le temps, mais ce changement de paradigme, c'était l'idée de dire que maintenant, on va ne plus avoir un revenu de remplacement qui va permettre de bénéficier de quelque chose équivalent, enfin qui va venir remplacer ce que, la personne avait en travaillant, mais un revenu de remplacement qui, permettrait de remplacer ce que la personne a eu en moyenne sur une période qu'il ait travaillé ou pas. C'est-à-dire que l'idée, du gouvernement, on est pour, on est contre, c'est pas mon objet ici, hein, mais l'idée, le gouvernement, c'est-à-dire que celui qui travaille 6 mois d'affilée, il aura le chômage sur 6 mois. Celui qui travaille 3 mois, qui travaille pas 3 mois, qui travaille 3 mois, il aura un chômage qui correspondra au revenu moyen qu'il a eu pendant ces 9 mois et non pas pendant ces 6 mois de travail. Alors qu'avant, c'était 6 mois. Ça a un impact aussi sur sa durée, puisque la durée d'indemnisation est égale à la durée entre les 2, le début du premier contrat et le terme du dernier contrat. Donc il y avait quand même un changement de paradigme assez important qui était sur les objectifs d'évolution des règles d'assurance chômage et qui a eu comme conséquence que les organisations syndicales n'ont pas réussi à, s'entendre pendant les négociations, paritaires, ce qui a, dans le délai qui était fixé par le gouvernement, ce qui a, heu, obligé ou pas, enfin ce qui a eu pour conséquence que le gouvernement, eh bien, détermine les règles d'assurance chômage par décret, hein. Et donc c'est le décret, du 26 juillet 2019 qui a connu des difficultés d'entrée en vigueur. Normalement, cette,
ce décret devait aller jusqu'au 1er novembre 2022. Le souci, comme je le disais, eh bien, c'est, ben, justement que je ne peux pas aller, jusque-là et donc le projet, c'est de différer, les modifier, enfin le fait de passer outre cette procédure. C'est-à-dire que là, on ne va pas relancer toute la procédure. On n'a pas le temps là, on est le 4 novembre, on n'a pas le temps de refaire tout le process avec une lettre de cadrage, des négociations paritaires, et arriver à un accord. Donc du coup, eh bien la loi doit, par dérogation, prévoir le fait que, jusqu'au au le gouvernement pourra, maintenir ou du moins définir les règles de chômage, jusqu'au 31 décembre 2023, sans passer par tout le process. Donc c'est, cette, cette, ce premier élément qui motive l'urgence de la loi. Alors, cette, prolongation, elle se fait particulièrement pour le dispositif de bonus-malus, comme je vous l'ai dit. Le bonus-malus, là, on prévoit que, on ne pourra pas négocier dessus en fait, heu, jusqu'au 31 août 2024. Jusqu'au 31 août 2024, on restera sur ces notions de bonus-malus qui permettra de pouvoir avoir un petit peu de recul et de voir, ce qu'il en est sur la mise en œuvre de ce bonus-malus. L'Assemblée nationale, hein, n'a absolument pas proposé de modification sur ce plan-là. Le Sénat, lui, il a voulu être plus raisonnable en parlant du 31 août 2023. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement fasse sa lettre de cadrage, que les fixe une date de fin de négociation au plus tard en juillet 2023, on va dire, le temps d'agréer la convention, si d'aventure il y a un accord qui est signé par convention, pour ensuite une entrée en vigueur. Donc 31 août 2023, sachant que bon bah on a l'été et tout, moi j'y crois très moyennement. Je pense qu'en commission mixte paritaire, ça sera plus tard, et il me semble que on sera porté jusqu'au 31 décembre 2023. Ça me semble être une date pertinente au regard de l'ensemble des enjeux qu'il y a. Après bon, je n'ai pas, de boule de cristal. Alors justement, sur la particularité du bonus, malus, qu'est-ce que c'est? Petit rappel sur le bonus malus en termes de chômage. Ça n'est rentré en vigueur que le 1er septembre. Le bonus malus, c'est de moduler, en plus ou en moins, le taux de contribution d'assurance chômage puisque vous le savez, hein, depuis quelques années maintenant, il n'y a que l'employeur, hein, qui cotise au chômage, hein. Des fois, j'ai des amis qui me disent: «Ouais, j'ai le chômage, c'est un droit, j'ai cotisé pour». Ah bah non mon ami, c'est ton employeur qui a cotisé. Alors après, il y a des organisations syndicales qui diront: «Oui, mais les contributions employeurs sont des cotisations salariées indirectement». C'est pas faux, si j'ai pas de salarié, j'ai pas de contribution employeur. Quoique, je ne sais pas si vous vous souvenez du programme de monsieur Mélenchon, il disait que, quand il était président il y a quelque temps, qu'il souhaitait faire cotiser les robots, qui, remplacent justement à la retraite ou pourquoi pas, hein, parce que, quelque part, il y a pas une non-pertinence, là-dedans, mais bon, hein, ceci est une autre histoire. Donc le bonus, malus, hein, c'est, de moduler cette contribution qui est aujourd'hui de 4,05 en fonction, justement, de ce qu'on va appeler l'écart type entre le taux, de rupture de contrat hors d'émission et le taux, de rupture de contrat moyen qui existe dans, le domaine qui est concerné. Alors, qui est concerné? Tout le monde n'est pas concerné, hein. D'abord, c'est que les entreprises de plus de 11 salariés, heureusement, parce que sinon ça peut aller très, très vite. Et relevant des domaines, hein, donc on a un arrêté, qui fixe la liste des domaines, qui est ici, hein, donc denrées alimentaires, boissons, produits de tabac, distribution d'eau, activités spécialisées scientifiques et techniques, hébergement, restauration, transport, fabrication de produits, travail du bois. Alors en plus, l'hébergement-restauration, temporairement, ça ne s'applique pas, le bonus-malus, pour les raisons que vous pouvez, imaginer. D'autant qu'on est aussi quand même dans un contexte où, eh ben, on a eu 700 000 créations d'emplois nets là, cette année. On a un taux de chômage qui baisse, même si on n'est pas encore dans le plein emploi. On a plutôt des difficultés à recruter plutôt que l'inverse. Donc on a quand même très, très rapidement changé, hein, d'un monde où on nous disait, oui, bah, il est difficile d'avoir un emploi, à un monde où on nous dit: «Il est difficile de trouver des salariés». Alors c'est assez drôle, alors c'est pas commun à toutes les branches professionnelles, mais enfin, ce contexte-là a quand même un impact, et aura très certainement un impact sur la tenue des négociations, à venir. Donc l'objectif, hein, c'est d'inciter financièrement les employeurs à faire plus de CDI ou plus de CDD, plus longs.
pour, éviter, justement de multiplier les contrats, courts. Donc c'est un petit peu le bâton, hein, vous savez, en droit ou en jurisprudence, on utilise toujours la carotte et le bâton. Ici, c'est la carotte et le bâton. Si tu fais peu de CDD par rapport à ta branche, eh ben, tu auras, une carotte et on va baisser ton taux de contribution, et si tu fais trop de CDD, tu auras un coup de bâton et on va augmenter ta, contribution, employeur. Ce taux de modulation, il est calculé en fonction, du taux de séparation. Alors le taux de séparation, eh bien, c'est le nombre de contrats de travail, qui, est divisé par l'effectif de l'entreprise. Donc ça va me faire ce taux de séparation et on va comparer ce taux de séparation, par rapport, au taux de séparation médian de, l'entreprise d'activité. Donc c'est pas moyen, c'est médian. Donc on n'est pas, ça permet d'équilibrer un petit peu la chose et de ne pas avoir des effets de bord qui viennent à augmenter, grandement le taux. Avec une période d'observation qui a débuté du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Donc on regarde un an, sur ce taux de séparation moyen, et ensuite c'est ça qui va nous permettre, ce taux de séparation médian, pardon, c'est ça qui va nous permettre de, eh bien, fixer l'évolution ou pas, du, taux, en fonction du taux de séparation de l'entreprise concernée. Alors, c'est peut-être pas forcément clair et puis j'ai pas le temps de vous faire, un exemple. Simplement, si vous voulez, je vous ai mis ici un lien, et d'ailleurs je pense que, Kelly, tu peux le mettre dans le chat s'il te plaît. Un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de faire une simulation, sur, eh bien, le taux, l'évolution du taux qui, le cas échéant, vous sera appliqué, et peut-être que ça aura un impact sur la durée de vos contrats. C'est rentré en vigueur, on va le voir le 1er septembre. Ce, taux de contribution, il peut évoluer, il est «capé» entre guillemets, entre 3 et 5,05. Donc si j'ai très peu si j'ai un taux qui est bien inférieur, un taux de séparation qui est bien inférieur, au taux médian, des entreprises de mon secteur d'activité, je peux descendre jusqu'à un taux de contribution employeur de 3. Donc si je suis une grosse entreprise, hein, 1,05 de ma masse salariale, c'est bienvenu. Par contre, si jamais j'ai un taux de séparation trop important, je peux avoir une augmentation de ce taux jusqu'à 5,05, ce qui veut dire que, bah, l'ensemble de mes cotisations de salariés va augmenter de, eh bien 1. Donc c'est un peu, pas tout à fait -1, enfin c'est un peu plus de -1 et un peu plus et plus, 1, ce taux, cette évolution de cette modulation du taux. Date d'entrée en vigueur, donc je vous l'ai dit, le 1er septembre 2022, ce qui veut dire que septembre, octobre, bah, j'ai pas assez de recul pour voir ce qu'il en est, pour savoir si ça change les comportements des entreprises et des administrations qui sont adhérents à Pôle emploi. Je suis assez inquiet, hein, d'ailleurs pour les administrations, qui sont adhérents, puisque eux, c'est des gros pourvoyeurs de CDD par nature, en fait, parce que emploi civil permanent égale fonctionnaire. Enfin, ceci est un autre débat. Mais le, la mise en œuvre, hein, se fera, enfin la vision, pardon, se fera, plus tard. Alors j'ai une question, l'entreprise est-elle concernée par le bonus-malus si les départs non volontaires ont fait passer, l'entreprise de plus de 11 salariés à moins de 11 salariés? Oui, hein, c'est, justement par rapport au nombre moyen de salariés sur la période de référence qui compte. Donc du coup, si vous avez plus de 11 salariés qu'on passe en dessous de 11, et ben, vous serez, impacté par, ce taux. Par contre, vous le serez plus après, mais il faut éviter ce genre de choses. D'après ce que j'ai compris, si un employeur fait un CDI de plus de 2 ans, puis un CDD de 6 mois à la suite, il a le droit à juste 6 mois de droit. Non, c'est pas ça, mais ça, c'est sur les droits. Je vais garder 5 minutes à la fin, Kelly, tu me mets cette, voilà, elle est en favori, c'est parfait. Alors la notification du taux, elle est faite par, l'URSSAF, et par communication avec l'employeur après, les déclarations DSN. Donc vous faites vos déclarations, Pôle emploi est informé des cas de rupture. Pôle emploi informe, l'URSSAF vous communique le tout nouveau taux, le cas échéant.
En plus, on est au départ, hein, donc je sais par des entreprises, que j'ai pu accompagner sur cette question-là qu'on a quelques petits, couacs. Alors, mis à part ce bonus-malus, on a donc un nouveau cas de perte volontaire d'emploi. Pour avoir le droit au chômage, comme je vous l'ai dit, il faut être en perte involontaire. Faut être en perte involontaire d'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'une perte involontaire? On a une série de dispositifs, hein. On a, la démission légitime ou pour mener un projet de reconversion, après accord de la CPR. On a, les fins de CDD, dans le privé. Dans le public, attention, les fins de CDD, si c'est pas l'agent qui refuse le renouvellement de contrat pour un motif non légitime ou lié à des modifications personnelles de la vie courante. Dans le privé, c'est fin de CDD. La rupture conventionnelle permanente, bien sûr, et le licenciement. Et donc la Cour de cassation considère le licenciement, le, pour, comme Heu, comme un lic enfin, considère pardon, l'abandon de poste comme un licenciement. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, l'abandon de poste, ouvre droit aux allocations de retour à, l'emploi. Ce n'est pas la même interprétation que le, Conseil d'État. Le Conseil d'État, lui, considère depuis longtemps que l'abandon de poste est une perte volontaire d'emploi. Et c'est un petit peu, je pense, hein, sur cette idée que l'Assemblée nationale a proposé l'amendement qui est d'assimiler l'abandon de poste, à, une perte volontaire, hein. L'agent, est, est présumé, démissionnaire. Donc la redéfinition, hein, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, de l'abandon de poste, en démission, ne sera bien entendu pas applicable aux personnes qui ont, une fin de contrat. En matière de chômage, il y a une règle, hein, pour le coup, c'est que on va prendre en compte la réglementation applicable, au moment de la fin de contrat qui est utilisée pour ouvrir ou pas un droit. Ce qui veut dire qu'on peut arriver avec des différés, puisqu'on a une période de forclusion. La période de forclusion, c'est la durée maximum entre la fin de contrat et la date de première inscription comme demandeur d'emploi. Donc, ce délai de forclusion, il est d'1 an, mais il peut être allongé, notamment des périodes d'IGI, périodes de pension d'invalidité ou poursuivre le conjoint à l'étranger et autres. Et ce qui a comme conséquence que je peux avoir des personnes qui perdent un emploi aujourd'hui, mais qui auraient l'application de la convention de 2017. Ce serait pas impossible. Comme, là, pour, l'abandon de poste, sauf mesure transitoire, mais c'est pas prévu dans le texte. L'abandon de poste, ça ne rentrait en vigueur que par rapport aux fins de contrat, heu, après la modification, législative et surtout, après, sûrement la modification, voilà, la modification du décret, voire, la convention de négociation si d'aventure il y a une négociation qui est prise. Donc ceux qui ont le chômage aujourd'hui, ils ont le chômage aujourd'hui. Alors attention, hein, la technique de l'abandon de poste, était une technique, qui est, l'abandon de poste «négocié» entre guillemets, était une technique, qui permettait aux salariés d'avoir le chômage, alors qu'ils voulaient démissionner en fait. C'est la raison de la création de la rupture conventionnelle. Sauf que aussi pour faire des économies, il y a des employeurs privés qui sont repassés par l'abandon de poste négocié, hein. Très franchement, des amis avec qui on a négocié des abandons de poste justement pour permettre de bénéficier des allocations de retour à l'emploi, alors même qu'ils souhaitaient démissionner. Bon, aujourd'hui en plus, comme il y a un temps entre le moment où le salarié part et le moment où il y a l'abandon de poste, puisqu'il faut que je vois j'envoie une lettre de mise en demeure et compagnie, enfin toute la structure qui a été construite par la jurisprudence de la Cour de cassation, et bien cette période-là, c'est une période non rémunérée et donc ça vient diminuer les droits aux ARE. Donc c'est plus forcément quelque chose de pertinent au regard de la nouvelle, réglementation. Bon voilà, ça c'est, quelque chose, vous voyez, où on a, un passage, enfin, on vient vers le public, hein, finalement et non pas vers le privé, on, est, dans cet amendement de l'Assemblée, nationale. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai encore quelques questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc les effectifs sont calculés selon la règle de code du travail. Oui.
Y a-t-il un simulateur? Non, c'est un simulateur qui est commun à tout le monde. C'est pas spécifique pour le public, mais ça concerne, hein, les domaines publics. Donc vous allez voir et dans le simulateur, vous allez choisir le domaine qui est, concerné. En cas de rechargement des droits, l'argumentation applicable est-elle celle de la date à la fin de contrat initial ou celle du dernier contrat? C'est la date de la fin du contrat initial, hein, et c'est même, la convention applicable au contrat, initial sur le rechargement des droits, puisque c'est des droits qu'on recharge. Alors par contre, hein, le rechargement des droits, il faut quand même avoir retravaillé pendant 6 mois. Et puis on a toute la question de la problématique du rechargement ou de la reprise, des droits qui se pose aussi. Après, qu'on parle de rechargement, hein, seulement si mon agent a enfin si mon salarié ou mon agent a épuisé, ses droits à chômage existants. Vous savez le chômage, hein, c'est un petit peu je prends la métaphore souvent d'une valise. C'est que j'ai des droits dans une valise et cette valise-là, je la transporte et je peux utiliser ces droits un petit peu au moment je dis un petit peu, au moment où je veux, hein. C'est pas, pas forcément d'affilée. C'est-à-dire que si je m'inscris plus comme demandeur d'emploi, mon chômage s'arrête et puis plus tard, tant que je suis, dans, délai de reprise des droits et que je ne suis pas déchu de mes droits, c'est 3 ans plus la durée de versement des droits restants, je peux reprendre je peux reprendre mes droits. Alors, j'avais une autre question que j'ai vue. D'après voilà, d'après ce que j'ai compris, je comprends si un employé fait un CDI, puis un CDD de 6 mois à la suite, il a juste droit à 6 mois de droits. Non, pas du tout, hein. Non, non, non. Pour calculer les droits et notamment la durée des droits, je prends la fin de contrat et je remonte, 2 ou 3 ans en arrière en fonction que mon salarié, mon assuré ait plus ou moins de 53 ans et du coup, je vais regarder la période d'emploi sur cette période-là. S'il a travaillé pendant 2 ans, il aura le droit à 2 ans de chômage, hein. La modification qui a eu lieu avec, l'idée, hein, l'accord le cadre qui a été déterminé par le gouvernement, en 2018 était un cadre qui, changeait de paradigme au sens, qui avait plus un impact plutôt sur les gens qui avaient des périodes d'emploi pas d'affilée. C'est-à-dire j'ai un contrat, pas de contrat, j'ai un contrat, pas de contrat, notamment pour les saisonniers et autres. L'idée étant d'encourager les gens à rester à l'emploi. Bon, mais par contre, si j'ai un emploi continu, ça n'a pas de, de changement. Quelle est la différence entre, abandon de poste et rupture négociée et rupture conventionnelle? Alors, l'abandon de poste négocié est pas légal, Anne, hein. C'est quelque chose où on va dire à un employeur, il dit: «Voilà, moi je veux partir». L'employeur, il t'aime bien. Tu dis: «Bah, si je démissionne, j'ai pas le droit au chômage. Donc comment on peut faire pour que je parte pour avoir le chômage? Est-ce qu'on peut faire une rupture conventionnelle?» «Écoute, non, j'ai pas d'argent, je peux pas faire une rupture conventionnelle». «OK, qu'est-ce qu'on a comme solution?» «Bah, écoute, tu viens plus bosser. Je te fais une lettre de mise en demeure. Tu viens pas, je te licencie pour faute», puisque c'est un licenciement pour faute dans le privé, l'abandon de poste. Et du coup, derrière, je te fais une attestation employeur et tu vas pouvoir t'inscrire à, Pôle emploi et avoir le chaud le chômage. Hem Et pour les dép c'est des départs négociés, hein, les ruptures conventionnelles. Attention, hein, forcément, c'est négocié. Pour l'éducation nationale, oui, mais vous êtes pas forcément concerné, pour l'éducation nationale. Sinon, il faut chercher, utiliser, le secteur administration publique si, vous êtes concerné. Mais il faut que je vérifie ça, hein, Stéphanie. C'est vrai que vous êtes gros pourvoyeur, mais en même temps, pour l'éducation nationale, vous êtes pas adhérent à Pôle emploi. Ah oui, c'est vrai ça. Vous êtes pas adhérent à Pôle emploi. Vous avez une convention de gestion, donc vous cotisez pas pour le chômage. Donc vous êtes pas concerné par le bonus-malus, hein. Ne sont concernés que les employeurs qui sont adhérents à Pôle emploi, c'est-à-dire qui cotisent, hein, à Pôle emploi. Des projets de création d'une procédure spécifique en cas de démission de fonctionnaires, cesse du président de son gestion pour avis, perte volontaire ou pas d'emploi. Alors ça, c'est, un amendement qui a été introduit par, comment dire? Par le Sénat, qui, bon, on voit que c'est des élus des collectivités locales, mais donc le Sénat nous dit que sur la question de l'abandon de poste, on pourra saisir le centre de gestion pour savoir si oui ou non, c'est bien un abandon de poste ou s'il y a pas,
mammouth sous le gravier, ou anguille sous roche. Mais j'en sais pas plus, hein, que ça. Après attention, on a la médiation préalable obligatoire et non obligatoire qui rentre aussi en vigueur. Et ça, on a une formation spéciale, hein, pour le chômage fonction publique, hein, puisque là, on a mis perte d'emploi, privé, mais on a aussi Kelly, si tu veux bien mettre le lien, s'il te plaît. La législation relative aux allocations de solidarité spécifiques évolue-t-elle? C'est pas dans le texte, hein, donc on n'est pas dans le régime d'assurance chômage, hein. Tout ce qui est, aide, au maintien dans l'emploi, c'est pas le RAC, hein. Ah bah, ouais, super Kelly, tu pris ce qu'il fallait. Abandon de poste et garde personne et donc baisse derrière oui, parce qu'avant, pour calculer le chômage, on prenait le dernier jour du mois précédent le dernier jour travaillé et payé. Maintenant, on ne prend, que la fin, le dernier jour, la fin de contrat et du coup, si j'ai pas travaillé à la fin, bah, ça vient diminuer le montant. Pas ça vient augmenter la durée, mais ça vient diminuer le montant de l'indemnisation. Mais ça, c'est depuis 2019, hein. Si l'on démissionne d'un CDI pour un autre CDI et intervient une rupture de la période d'essai, a-t-on droit au chômage? Oui, si ça intervient, à l'initiative de l'employeur. Ce changement va encourager les employeurs voulant partir à rester, mais ne plus travailler correctement. Oui, possiblement. Après, on peut les virer, en effet. Le licenciement, est beaucoup plus facile dans le privé que dans le public d'ailleurs. Où peut-on avoir le calcul des modalités de l'ARE? Bah, sur Unédic, hein, vous mettez calcul ARE et vous allez trouver sur Unédic, vous allez trouver les modalités de calcul. Non, hein, il y a pas d'indemnité de licenciement. En fait, l'abandon de poste négocié, je vous dis, c'est pas légal, hein. On truande un petit peu la réglementation et le code du travail, hein. Disons qu'on s'entend officieusement avec le salarié. C'est quel intérêt de l'abandon de poste négocié par rapport à la rupture conventionnelle? De ne pas payer l'indemnité de rupture conventionnelle, Valérie, tout simplement. Hein, c'est tout. Maintenant, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'encourage, hein, c'est un constat que je vois, hein, c'est tout, hein. Bien. Eh ben, j'ai réussi à répondre à tout. J'ai dépassé que d'une minute. Ah super, merci Kelly. Bah, j'espère que j'ai un peu éclairé votre lanterne sur les modifications à venir et puis, je vous souhaite une bonne journée et je crois qu'on est vendredi et donc, un bon week-end, un dernier week-end de vacances, avant le retour à l'école pour nos charmantes petites têtes blondes. Merci à vous.